Merci pour votre fidélité renouvelée au programme de Gabon Télévision et Radio Gabon, notamment dans le cadre de ce plateau spécial conjoint. Bonsoir chez vous. En sa séance du 20 novembre 2020, le Conseil des ministres a adopté deux projets de décret. Le projet de décret fixant les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique servi aux agents des administrations des douanes, des impôts, du Trésor et des hydrocarbures. Et puis le projet de décret instituant une prime à la performance budgétaire. Les projets de texte énoncés visent notamment à fixer et renforcer le cadre juridique permettant une juste rétribution des avantages liés à la performance des agents des secteurs des douanes, impôts, trésors et puis hydrocarbures. Alors, pour quel mode de définition ainsi que de modalités d'attribution des dits avantages, nous en parlerons donc au cours de ce plateau spécial conjoint, dont je m'en vais d'ailleurs vous présenter les invités. Alors, tout de suite, à ma droite, nous avons M. Franck-Yann Koubdje. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. À côté de vous, nous avons donc le directeur général des douanes et des droits indirects, Boris Abdmina. Bonsoir à vous, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Tibina. Alors tout de suite, nous passons à notre gauche. Nous avons monsieur Ontia Willy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, ex-banquier d'affaires, ancien conseiller financier du ministre du Budget et des Comptes publics. Tout à fait. Et puis juste à votre gauche, nous avons Jocelyn Louis Ngoma. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Vous êtes président du SINA-CNSS, premier secrétaire général de la COSIGA, vice-président travailleur dans le cadre de la révision du nouveau Code du travail. Et ça tombe bien, nous parlerons justement de ce Code du travail pour ce qui concerne votre secteur, le secteur syndical. Avec moi, messieurs, pour co-animer cette émission, Nick Jocelyn Fouba de Radio Gabon. Nick, bonsoir. Bonsoir, Martial Tibina. Alors, Nick Jocelyn, puisque vous avez la parole, vous avez la première question à nos chers invités. Je dis également bonsoir à nos invités. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Bonsoir. Le monde est secoué actuellement par la Covid-19. La crise sanitaire est également devenue une crise économique. Plusieurs pays ont du mal à atteindre leurs objectifs. Vous pouvez nous donner la santé économique marquée par la crise sanitaire? On démarre par vous, monsieur Wilontia. Merci à vous de me poser cette question sur la situation de l'économie gabonaise. Il faut rappeler que la République a été frappée par un double choc exogène. Un choc lié à la pandémie du Covid-19, mais également un choc lié à la baisse des matières premières, c'est-à-dire un choc économique et financier. Rappelons que sur les fondamentaux de l'économie gabonaise, c'est une économie de rente, quasi monoproductrice, c'est-à-dire qu'elle tient sur les matières premières, essentiellement le pétrole, le manganèse, le gaz, sont les principales ressources d'exportation du Gabon. Il faut savoir que le prix du baril de pétrole, qui était à plus de 50 $, 80, a même atteint un moment 100 $, est aujourd'hui en dessous de 30 $. Donc il y a là un choc financier important qui a impacté les finances publiques de la République. Lié essentiellement à la crise sanitaire, on va dire. Lié à la crise sanitaire et à la crise économique qui a suivi. Oui. Parce que vous savez que la crise sanitaire a mobilisé les unités de production. Exactement. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu un décalage, un écart important entre l'offre et la demande en matière de matières premières. Et pour l'économiste que vous êtes, votre regard extérieur, si on parle de santé, comme demandait Nick à l'instant, santé économique du Gabon, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que le Gabon traverse une situation financière critique due à ces deux chocs exogènes, pandémie et baisse du coût de matières premières. Et comme les éléments, les facteurs de la croissance du Gabon sont liés au prix du cours du baril de pétrole, à la valeur du dollar et à la production nationale de brut. Ces facteurs-là, aujourd'hui, sont en difficulté. Et l'État gabonais connaît certains problèmes de ressources financières dus à ces chocs exogènes. Mais on parlera tout à l'heure de la résilience de l'économie gabonaise. Comment elle résiste à ces chocs. Et il faut savoir qu'en Afrique centrale, le Gabon est l'un des pays les plus résilients
malgré la crise qui se pose aujourd'hui. Et cette résilience, elle est due à la pertinence des choix du gouvernement en matière économique, qui a su soutenir les opérateurs économiques et qui a su prendre les bonnes mesures. Pour nos téléspectateurs qui sont profanes du langage économique, résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est la résistance, notre capacité à résister à la crise. Parce que c'est une crise puissante, c'est une crise forte qui remet en cause les plus grandes économies du monde. Que ce soit la Chine, les États-Unis, la France, on voit les difficultés économiques que ces pays rencontrent. Le Gabon aussi subit le même fléau, mais le Gabon résiste plutôt bien grâce à la gouvernance publique mise en place par le président de la République et le ministre de l'économie. On se retourne vers vous, monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Dites-nous un peu l'état de santé économique de notre pays, le Gabon. Alors, merci. Comme l'a dit M. Antia, nous vivons une crise depuis très forte depuis mars 2020. Et malgré l'état de choc que nous vivons, les caisses de l'État et le gouvernement ont mis en avant des priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, les priorités du gouvernement sont respectées mois par mois. Vous parlez des salaires? Les salaires. Les salaires. Parce que lorsque nous traversons des phases comme celle-ci, il faut prioriser vos dépenses. Donc, les salaires, la santé, l'éducation, le fonctionnement des administrations. C'est ce que nous avons mis en avant et que nous assumons jusqu'en date de ce jour. Donc je vous rassure qu'au-delà de la crise de la Covid-19, le fonctionnement des caisses continue à marcher. Monsieur le directeur général des douanes, l'état de santé au niveau de la douane, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'abord, merci de nous recevoir sur ce plateau. L'opportunité donc nous est donnée d'éclaircir un certain nombre de préoccupations que se posent nos concitoyens, nos compatriotes. Pour répondre à votre question, je dirais, comme à la suite de M. Ontia, il est vrai que nous vivons une situation économique et financière difficile, mais l'économie gabonaise est véritablement résiliente. Au-delà de la seule zone de l'Afrique centrale, et bien au-delà, le Gabon est l'une des économies dont la résilience est véritable, parce que les contre-coups de la Covid-19 ont eu des répercussions sur toutes les économies à travers le monde. Dans le cas particulier du Gabon et du secteur d'activité qu'est le nôtre, cela s'est traduit par une baisse significative du niveau des importations. Et il y a eu tout de même aussi un impact au niveau des exportations. Donc vous comprenez à suffisance que si le niveau des importations baisse, il y a nécessairement un impact au niveau donc, des recettes, dont nous assurons la liquidation et le Trésor public assure le recouvrement. Mais ceci étant, malgré cet état de fait, nous atteignons à ce jour près de 80% des objectifs qui nous ont été assignés d'abord par la loi des finances initiale, ensuite par la loi des finances rectificatives. Donc c'est un élément qui montre à suffisance que l'État va avoir au 31 décembre les ressources financières suffisantes afin donc d'assurer ces différents engagements. Comme l'a dit le directeur général du Trésor, de la comptabilité publique et du Trésor, donc pour le paiement des salaires, assurer la santé de nos concitoyens, de nous tous, l'éducation et tous les engagements régaliens. Donc, de mon point de vue, l'économie gabonaise est véritablement résiliente et nous sommes optimistes
pour les mois et les années à venir. Alors, l'économie gabonaise est résiliente, vous le dites, malgré les difficultés auxquelles elle fait face, cette économie qui peut être extérieure, intérieure également, j'ai envie de dire surtout, avec un contexte, malgré la crise sanitaire, marqué quand même, Nick, par des grèves à répétition, notamment au sein des régies financières. Alors, cette économie qui est résiliente, Monsieur Onsia, avec ces grèves, notamment au sein des régies financières, est-ce que l'État ne perd pas gros au niveau notamment de la trésorerie? Je vais vous donner un exemple simple. Pour prouver que l'économie gabonaise est réellement résiliente. La variable d'ajustement en période de crise, c'est les salaires. Le gouvernement n'a pas touché aux salaires des agents de la fonction publique. Aucun dégrèvement n'a été opéré. C'est un indicateur fort. C'est un indicateur fort et puissant. Et les agents de la fonction publique devraient rendre grâce à cette pertinence et à cette résilience de l'État gabonais. Est-ce que c'est ce qui enlève le fait que ces grèves peuvent entraîner de gros trous dans la trésorerie? Non. Est-ce le cas d'abord? Ça, c'est au niveau de la résilience. En ce qui concerne les grèves, c'est normal que des agents qui n'ont pas été payés de leurs primes rentrent en grève. C'est un droit en République gabonaise. On en parlera. Donc, qu'il y ait des personnes qui rentrent en grève, c'est pas anormal. Mais la période est quand même sensible. Le pays fait face à une crise importante qui frappe tous les pays. En pareille circonstance, c'est l'unité nationale qui doit prévaloir, aussi bien dans l'administration qu'à l'extérieur de l'administration. Parce que la plupart des Gabonais, l'administration gabonaise, c'est à peu près 115 000, 120 000 personnes. Le Gabon, c'est 2,2 millions de personnes. Donc la majorité des Gabonais ne sont pas des agents publics. Et la majorité des Gabonais qui ne sont pas agents publics souffrent plus de la situation économique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, parfois, certaines grèves peuvent paraître dans ce contexte indécentes. D'accord. Je le dis bien indécentes. Surtout que l'État fait l'effort de ne pas réduire les salaires. Mais je le dis encore, c'est un droit. Donc, les grèves sont là. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour essayer de pallier à ces grèves. Et les experts que nous avons ici vont largement nous faire état des propositions gouvernementales pour, on va dire, résoudre ces grèves. Mais il faut savoir que la grève des régies financières coûte au bas mot mensuellement entre 50 et 60 milliards de pertes de recettes pour l'État gabonais. Vous imaginez, lorsque les Gabonais lambda entendent cette perte, le cœur doit se retourner au moment où je parle actuellement. D'accord. Alors, donc cette grève, elle n'est pas sans coût pour la République gabonaise et pour tous les Gabonais qui ne sont pas dans la fonction publique et qui regardent cette grève avec ce montant de pertes mensuelles de recettes. Et peut-être qu'à ce niveau, Monsieur le directeur général de la comptabilité publique souhaiterait ajouter quelque chose, ou peut-être rectifier, ça dépend. Inévitablement, il y a une perte. Mais aujourd'hui, nous avons développé des outils de digitalisation au niveau des douanes de Sidonia, des impôts e-tax. Ces outils nous ont permis de capter le maximum de recettes. Effectivement, on a toujours besoin de l'homme. Mais la crise du Covid, les grèves, nous montrent à suffisance que nous devons digitaliser notre système de manière à ce que les recettes de l'État puissent être assurées. Grève ou pas grève. C'est normal de faire une grève. Mécontentement, on fait grève. Les recettes de l'État doivent être assurées par la digitalisation du système. Et c'est ce qui nous a permis de capter aujourd'hui les recettes qui nous permettent d'assurer les priorités du gouvernement et de l'État. Et d'avoir une certaine résilience. Nick, on va peut-être donner la parole à M. Ngoma. Monsieur Ngoma, vous êtes syndicaliste. Le gouvernement reconnaît le droit à la grève, tel que le recommande l'Organisation internationale du travail et le droit du travail. Par rapport à la situation actuelle, avec la grève au sein des régies financières, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien.
Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole encore ce soir. Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur la première question qui a été posée la santé économique. Aux autres invités, s'agissant de l'impact des différentes crises dont il vient de faire allusion sur l'ensemble des secteurs de production. Vous savez que dans le secteur privé, nous avons connu des phénomènes que la fonction publique en général n'a pas connus. Il y a un phénomène actuellement qui se vit dans le secteur privé, notamment une interprétation erronée de l'arrêté 052 du ministère du Travail qui fixe les taux de la prime de chômage technique, autant pour moi. L'État a fixé les niveaux de taux entre 50 et 70%. Alors cet arrêté, il est assez muet sur un certain nombre de choses, parce qu'en ce qui concerne les débats entre les partenaires sociaux, les syndicalistes doivent être invités pour débattre sur un certain nombre de questions, pour trouver des compromis. En ce qui concerne cet arrêté 52, l'État dit le taux de chômage est fixé entre 50 et 70%. Bon, les employeurs systématiquement s'emploient à choisir 50%. Sur quelle base? Alors qu'on aurait pu convoquer les partenaires sociaux à un débat et puis évaluer le taux entre le plafond et le plancher pour déterminer quel est le bon taux en fonction de la santé financière de l'entreprise. Un débat au sein de l'entreprise? Voilà. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises privées? Les agents sont mis en chômage technique. Et quand ils sont mis en chômage technique, quand certains reviennent du chômage technique, les employeurs les licencient. Donc, ils sont en train de licencier en silence un certain nombre de compatriotes sans que personne ne s'en émeuve. Donc, je profite de l'opportunité ici pour dire que... Vous avez touché le ministère de l'Emploi? J'ai touché le ministère de l'Emploi par un litige dans une entreprise de la place, dont je ne citerai pas le nom ici. Mais je crois que le ministère de tutelle est saisi de cette situation où certains employeurs profitent. Au lieu de mettre en chômage technique, nous, on a proposé de faire des turnovers, c'est-à-dire qu'on met certains en chômage technique. Après leur période de chômage technique, ceux qui sont en emploi plein vont en chômage technique et on alterne. Je pense qu'on garde des niveaux de dépenses assez raisonnables. Or, aujourd'hui, beaucoup d'employeurs profitent à faire du profit en licenciant de façon silencieuse un certain nombre de compatriotes. Ça, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Une parenthèse qu'on vous a accordée. Merci. Alors, pour revenir sur l'aspect de l'activité syndicale. Alors, sur ce sujet, il y a énormément de confusion. Parce que ce soit du côté des employeurs, que ce soit du côté des travailleurs, il y a une grosse confusion qui règne au niveau de la compréhension de l'activité même en tant que telle. Parce qu'il y a une architecture bien précise en fonction des niveaux d'exercice des activités syndicales. Le premier niveau, c'est au niveau de l'entreprise. Le second niveau, c'est au niveau de la fédération corporatiste. Et ensuite, au niveau supra, c'est la confédération. Alors, ce sont des architectures qui sont parfaitement définies. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des assemblages hétéroclites de groupements d'individus qui donnent l'illusion d'être des fédérations représentatives, alors qu'en réalité, n'ayant pas de base réelle en termes d'adhérents, parce que pour moi, un syndiqué, c'est quelqu'un qui adhère à une organisation syndicale, qui paye ses cotisations, qui a une carte de membre et qui est à jour de ses cotisations. Parce que ce sont les cotisations qui donnent la voie délibérative en matière de vote dans le cas du syndicat. Or, aujourd'hui, on a un ensemble de personnes qui se définissent comme des syndicalistes. Malheureusement, enfin, ceux qui sont censés donner le temps, c'est le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est la puissance publique. Au-delà du fait que l'employeur n'a pas le droit de s'immiscer dans les activités syndicales, par rapport à la Convention 87, qui fixe les conditions de liberté d'association. Voilà, donc le gouvernement a le devoir de réguler l'activité syndicale par le fait de savoir quand même à qui on a affaire. On ne s'immisce pas dans les activités syndicales quand on veut savoir qui est en face de nous. Parce que le fait d'appartenir à une corporation, ça peut très bien être un cartel de bandits. C'est une corporation où il y a un leader. C'est le gouvernement qui doit mettre de l'ordre au sein. Il y a des règles. Il y a des règles. Le gouvernement sait gérer tout ce qui concerne l'ordre public. Maintenant, les activités syndicales sont régies par des textes bien précis. Je vous ai cité tout à l'heure cet homme d'architecture en fonction des organisations, depuis l'entreprise jusqu'à la confédération qui est le partenaire social du patronat et de l'État. Les règles sont claires. Il faut respecter un certain nombre de consignes. La grève, comme vous disiez tout à l'heure, elle est légale, elle est constitutionnelle, mais la grève obéit à un certain nombre de critères. En dernier recours. La grève, c'est en réalité le dernier recours pour mettre la pression à l'employeur pour l'amener à la table de négociation. Et dès que la négociation elle est ouverte, la grève elle tombe automatiquement. Le préavis il tombe
automatiquement. Mais derrière ce préavis, il y a des interpellations qui sont faites par ailleurs. Et ces interpellations, c'est un processus que l'employeur observe. Et on n'est pas obligé forcément d'arriver à la grève. Mais quand on est arrivé à la grève, il faudra qu'on sache que la loi dit aussi que quand on est en grève, le contrat est suspendu pendant la période de la grève. Ça, c'est comme ça, selon les critères des conventions internationales. Le contrat est suspendu pendant la période de la grève et vous allez comprendre le sens des cotisations. Vous allez comprendre le sens des cotisations qui sont demandées aux membres adhérents. Que veut dire contrat suspendu? Ça veut dire que vous n'êtes pas payé, vous n'êtes plus salarié. Mais vous n'êtes pas salarié pendant la période de la grève. C'est votre syndicat qui vous salarie pendant les horaires de travail suspendus. C'est clair à ce niveau. Bien. Maintenant, l'amalgame qui se fait aujourd'hui, elle est sûrement due à l'ignorance de part et d'autre de ceux qui pratiquent l'activité syndicale de façon un peu anarchique, et puis les partenaires sociaux, notamment les employeurs, qui ne maîtrisent pas très bien le contexte dans lequel nous évoluons. Parce qu'il est important que les employeurs aussi maîtrisent parfaitement tous les concepts que je viens de vous élaborer. Il est important. Sinon, vous avez en face de vous des petits agitateurs qui font de la grève, de la revendication pour la revendication, alors qu'en réalité, quand on est des partenaires sociaux, on a en partage l'outil de production. Et nous défendons le salaire de la même façon que l'employeur défend son bénéfice. Qu'est-ce qui produit ces deux avantages à chacun d'entre nous? C'est bien l'outil de production. Mais comment est-ce que si on casse l'outil de production, on peut espérer chacun d'entre nous avoir sa contrepartie? Ce n'est pas possible. Donc le véritable syndicaliste, c'est un partisan du dialogue permanent qui fait dans la prévention des conflits plutôt que la gestion. Parce que quand on gère les conflits, nous sommes dans la réparation des préjudices. Donc ça coûte. Et je reviendrai sur la grève qui nous a amené à obliger à l'État de nous amener à la table de négociation dans le cadre du Code du travail. C'est une grève qui pouvait être évitée. Malheureusement, cette grève de 5 jours a fait perdre énormément d'argent à beaucoup d'entreprises, alors qu'on aurait pu l'éviter. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire en ce qui concerne le syndicat. Et puis, s'il y a d'autres éléments à ajouter, Bien sûr, vous serez sollicité tout au long de cette émission et merci pour tous ces éclairages par rapport au droit de la grève, au fonctionnement, etc. Alors, justement, dans ce contexte que nous évoquions au début, de crise et de gestion de la Covid-19, donc la crise sanitaire, mais également crise économique. Nous le disions dans nos propos liminaires en sa séance du 20 novembre 2020. Donc ce vendredi, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de décret qui concernent l'un, les modalités d'évaluation et d'attribution de l'intéressement spécifique. Et puis l'autre, le projet sur la prime à la performance budgétaire. Donc 2 projets de texte. Alors, monsieur le directeur général de la comptabilité publique, déjà revenir sur ces 2 projets de texte et nous les expliciter pour que les Gabonais comprennent exactement ce que c'est. Et puis on va développer, savoir ce qui a changé. Alors, ce que je peux dire par rapport à ces 2 projets, déjà, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est la prime. La prime, c'est un accessoire à votre salaire. La prime n'est pas un dû. La prime est basée sur le résultat du travail que vous faites. Effectivement, dans les régies financières, nous avons ce qu'on appelait la prime de performance budgétaire. Tous les mois, que vous veniez au travail ou vous ne venez pas, on paye la même prime. À tout le monde. À cela s'ajoute la spécificité, la deuxième prime, qui n'était pas basée sur des critères quantitatifs, objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement veut simplement nous ramener à la performance individuelle. La récompense du travail fait. Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau. Chacun a sa spécificité. Chacun a son rendement. Mais vous ne pouvez pas donner à tout le monde le même rendement. Ce n'est pas possible. Donc, le gouvernement nous emmène, nous, régies financières, à pouvoir établir, sur la base des textes qui ont été adoptés, des critères d'attribution de ces primes. Ils nous ont donné le cadre. Vous avez
la prime de performance budgétaire qui est basée sur les objectifs de la loi des finances. Vous les atteignez, vous avez votre prime. Vous ne les atteignez pas, vous n'avez rien. Et ça existe partout, monsieur Antia. Je pense que dans un passé très récent, nous savons de quoi nous parlons. Tout à fait. Les primes n'étaient pas attribuées à tout le monde. Nous avons notre salaire. La prime, c'est en fonction du rendement que vous apportez à la société. Donc, cette prime de performance budgétaire qui est aujourd'hui basée sur l'atteinte des objectifs de la loi des finances, vous l'avez. En même temps, l'atteinte des objectifs ne veut pas dire qu'on vous donne, il y a des recettes que nous affectons à ces primes. Il faut réaliser ces objectifs-là, ces recettes-là. Donc, l'assiette, l'enveloppe qui sera constituée tous les mois sera redistribuée au sein des régies financières. Au sein des régies financières. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui sera fait par la direction générale, mais également par les chefs de poste. Parce que c'est vous qui allez évaluer vos collaborateurs. C'est vous qui savez, voici le rendement de M. Antia, voici le rendement de M. Admina. Ces deux ressources ne peuvent pas avoir la même prime. Il y a des environnements où un a la prime, l'autre n'a pas la prime. C'est ça. D'accord. La spécificité qui est basée sur la surperformance. Donc vous avez atteint votre objectif budgétaire. Le surplus, le dépassement que vous faites constituera la quote-part. Dans ce dépassement, il y a une quote-part qui sera affectée à cette spécificité. C'est cela l'intéressement spécifique? C'est cela l'intéressement spécifique. L'intéressement spécifique, d'accord. Voici pourquoi nous devons mettre en place des outils de pilotage, de contrôle, d'objectivité pour pouvoir évaluer la personne sur ces différentes primes. D'accord. Et c'est là aujourd'hui les débats. Est-ce que vous Ça êtes sent prêt? peu notre paire de manches. Oui. Est-ce que vous êtes prêt présentement du côté du Trésor, monsieur le directeur général? Du côté du Trésor, nous avons mis en place des outils de pilotage, des outils de contrôle, mais n'oublions pas que nous sommes une administration. C'est différent dans le privé. Il y a des objectifs établis. Voilà. Vous atteignez tel objectif, on vous donne. Vous n'atteignez pas, on ne vous donne rien. Vous n'avez rien. On vous met en place, et comme nous l'avons fait, des mesures d'accompagnement pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. On vous donne les moyens d'atteindre ces objectifs. Au niveau du Trésor, oui, nous sommes en train de mettre en place des outils pour permettre de suivre et d'avoir une évaluation objective. Sinon, on dira toujours il est évalué en fonction des relations, des X, Y. Non. Mais comment atteindre justement l'objectivité de cette par rapport à l'évaluation, et surtout comment le faire en arriver à l'acceptation dans les consciences des uns et des autres, parce que semble-t-il, c'est deux modes de fonctionnement complètement différents dans le privé et dans le public. Oui, monsieur le directeur général des douanes. Pour renchérir sur les propos de mon collègue directeur général du Trésor et de la comptabilité publique et du Trésor, permettez-moi de préciser un certain nombre de choses. Les évolutions jurisprudentielles du fonctionnement des sociétés en général et des États en particulier ont toujours mis en évidence des principes fondamentaux, des principes cardinaux, que sont le mérite et la justice. Valeurs sans lesquelles une société organisée ne saurait fonctionner correctement. C'est en ce sens que le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, ont adopté
en Conseil des ministres, en sa séance du vendredi 20 novembre 2020, les 2 projets de texte dont nous faisons état, à savoir la prime d'intéressement spécifique et la prime de performance budgétaire. Ces deux textes, en réalité, consacrent la récompense au mérite. Sur ce point, je tiens à dire que, concernant donc l'administration dont je suis responsable, donc la Direction générale des douanes et droits indirects, les hommes et les femmes qui y travaillent sont des hommes de mérite et des femmes de mérite. En ce sens qu'ils se dévouent corps et âme pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés, notamment les objectifs de recettes fixés par les lois des finances. En ce sens, les dispositions contenues dans les 2 textes qui ont été adoptés hier en Conseil des ministres ne vont venir que formaliser un cadre qui va redonner de manière collective et individuelle la juste rétribution du travail des uns et des autres. Donc ce n'est pas une invention gabonaise ou ce n'est pas une révolution qui va susciter l'étonnement chez les premiers concernés, ou un dysfonctionnement chez les premiers concernés, donc nous, les hommes et femmes qui travaillons au sein des régies financières, mais c'est plutôt un mécanisme ou un cadre qui vient sanctuariser le mérite, la récompense, la juste récompense au travail effectué, comme je disais, de manière collective et individuelle. Et en cela, il y a des critères objectifs. Exactement. Il y a des critères objectifs qui vont permettre justement à chacun d'avoir la juste rétribution. Évaluer le mérite d'un agent par rapport Ces critères sont notamment, ils ne sont pas exhaustifs, ce que je vais énumérer ici, c'est notamment la présence au poste. Parce que pour tout travail mérite salaire, il faut d'abord, dans un premier temps, être à son poste de travail. C'est le premier critère. La présence au poste. Je pense que vous en convenez avec moi. Non. Voilà. Nous, dans la communication, nous sommes là tous les jours. on convient. Donc, la présence au poste. Ensuite, donc l'assiduité. Ensuite, il y a l'assiduité. Parce que vous pouvez être présent à votre poste de travail et vous n'êtes pas assidu. Donc, 2 individus qui, les 2, arrivent effectivement à leur poste de travail, mais dont l'un est assidu et l'autre ne l'est pas, ne vont pas avoir la même rétribution. Est-ce qu'on ne craint pas justement par rapport à cet exemple qui pourtant est clair, mais malheureusement dans nos administrations, on a l'habitude d'avoir comme argument, à raison, à tort ou à raison, que le supérieur chargé de m'évaluer n'est peut-être pas objectif. Au détriment d'un autre agent. D'où mes propos. Je disais que ce sont des critères objectifs. La présence au poste, c'est un critère objectif. Oui, mais évalué par qui? Non, vous savez, une administration comme la Direction générale des douanes, je ne dirais pas que c'est facile, mais l'évaluation du rendement est mesurable. De par les objectifs qui nous sont assignés. Et ces objectifs sont déclinés direction par direction, service par service, agent par agent. Est-ce que c'est la même chose au Trésor, où récemment encore on entendait beaucoup de bruit avec les manifestations syndicales? Non, il n'y a pas eu de manifestation au Trésor, malheureusement. Malheureusement, le Trésor n'a jamais eu ces mouvements d'humeur. Parce que vous savez... C'était juste à côté, alors? Oui, juste à côté. Et on a eu, quelques mouvements, c'était par rapport aux plans sociaux que nous avons réglés. Vous voyez que malgré la crise, malgré les difficultés de trésorerie, l'État assume quand même ses charges. C'est facile, comme à la douane, de jauger le mérite? Ce sera facile? Je dirais non, parce que
La loi des finances, elle est claire. Vous avez les recettes fiscales, douanières, pétrolières. Il y a des objectifs clairement définis. Et comme disait mon collègue de douane, ces objectifs peuvent être redescendus jusqu'à chaque poste et chaque individu. Nous sommes la caisse. Et nous assistons nos frères des régies par les directions de recouvrement, les recettes. Là, vous pouvez fixer les objectifs. Après, comme je vous dis, c'est chaque chef de poste, chaque manager. Vous êtes manager, c'est vous qui devez évaluer vos collaborateurs en fonction du travail. C'est comme une équipe de football. Il y a des attaquants qui sont là pour marquer les buts, milieu de terrain, défenseur. Vous êtes là pour marquer les buts, pour faire gagner l'équipe. Nous sommes là pour empêcher qu'on nous marque des buts. Monsieur le directeur général, c'est un tout. Hein. Mais justement, c'est un tout. Voici pourquoi il y a des spécificités. Vous avez les collecteurs, il y a les impôts, les douanes, les hydrocarbures, et le trésor qui est là pour recevoir, qui est la caisse. Nous sommes aujourd'hui le mécanisme qui permet d'accompagner ces collecteurs à mobiliser. Donc, en termes d'objectifs, au niveau du Trésor, oui, il y a des objectifs en fonction de chaque métier. Vous avez des recettes, vous avez les paiements, vous avez les fonctions support. Il faut réussir à établir des objectifs en fonction de chaque métier. Donc, tout cela sera désormais... Il faut le faire. Dans un laps de temps relativement court, bien défini, pour une bonne rétribution des primes. On peut y arriver, et comme je dis, nous ne nous attendons plus à avoir tous des primes. Nous allons revenir vers vous. Oui, Nick. Monsieur Jocelyn Goma, vous êtes dans le privé. Comment appréciez-vous cette nouvelle stratégie initiée par l'État gabonais? Bien. Dans ma posture, c'est un peu délicat parce que les critères d'évaluation chez nous sont objectifs. Et là, j'écoutais le directeur général des douanes qui évoquait un certain nombre de critères qui sont, à mon avis, plutôt liés à l'application du règlement intérieur. Et je sais aussi, tout à l'heure, en offre... Vous pensez à quoi? Au mérite, à la, oui. à l'assiduité? L'assiduité, c'est un critère d'application du règlement intérieur. L'assiduité, présence, etc. Je sais aussi qu'en matière de recouvrement, il y a des agents qui ne sont pas forcément à leur poste de travail, notamment les contrôleurs, etc. Ils sont sur le terrain. Donc, on aura du mal à apprécier leur présence au poste parce qu'ils peuvent partir de chez eux le matin pour contrôler un calendrier qu'il a déjà prévu par avance. Donc, moi, j'aurais... Est-ce que leur poste, ce n'est pas le terrain? Voilà. Non, c'est difficile à évaluer. Je parle sous le contrôle du directeur général de douane. Je pense qu'on pourrait mettre, c'est une proposition que je donne en ma qualité de partenaire social non syndicaliste, on pourrait mettre en place des critères d'évaluation avec des clés de répartition qui tiennent compte des centres de coûts et des centres de profit. Donc tout ce qui est charge, tout ce qui est ressources. Alors, en termes de centres de profit, ce sont ceux-là qui génèrent la recette. La clé de répartition devrait être beaucoup plus intéressante chez ceux-là qui collectent, qui créent la richesse, que ceux qui font dans l'administration, par exemple, uniquement. Au niveau des caisses aussi, le fait d'avoir la responsabilité d'une caisse, c'est une grosse responsabilité. On est soumis à des tentations. Donc là-bas aussi, il faut mettre des critères qui permettent de faire en sorte que la caisse soit sécurisée pour éviter qu'il y ait des évasions, etc. Donc voici un peu ce que moi je voulais apporter comme contribution au niveau des propositions qui ont été faites tout à l'heure dans le cadre de ma situation de syndicat. Maintenant, ce sont de très bonnes initiatives. Maintenant, il va falloir que les projets de loi qui ont été adoptés en Conseil des ministres hier soient suivis des faits, notamment au niveau des décrets d'application qui vont mettre en œuvre tout le processus qui va dérouler tout ça, et c'est fixé. À partir de cet instant, au niveau du Trésor, ils n'auront qu'à exécuter, parce que le Trésor ne fait qu'exécuter la dépense. Il exécute la dépense, je crois, il fait aussi du recouvrement. Tout à fait. Il fait du recouvrement, il exécute la dépense. Ceux qui font la liquidation des créances, notamment le directeur général de l'impôt et plutôt le directeur général des douanes et les impôts, eux, ils liquident les créances et eux, ils font le recouvrement. Donc il y a assez d'éléments pertinents pour pouvoir
établir une clé de répartition qui fasse que chacun trouve son compte, y compris la ménagère qui est dans le circuit administratif, dans la chaîne de traitement. Parce que la chaîne de traitement, il faut que votre bureau soit propre pour que vous exerciez dans les bonnes conditions d'hygiène, de sécurité au travail. Donc, c'est clair que la ménagère devrait pouvoir bénéficier des retombées du recouvrement, mais pas au même niveau que celui qui génère, que celui qui va effectivement générer cette recette-là. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution et puis féliciter ces mesures qui ont été prises en espérant que simplement les choses seront claires à partir de cet instant. On aura plus qu'on voit aujourd'hui des grosses confusions au niveau des mouvements d'humeur où nous qui sommes un peu en dehors de ça dans le privé, on a du mal à percevoir, à comprendre un peu ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure tantôt, qu'un groupement d'individus qui se font appeler, par exemple, une intersyndicale, il faut qu'on comprenne c'est quoi une intersyndicale. Une intersyndicale, chez nous à la COSIGA, on a une confédération. Une confédération, c'est une corporation qui regroupe un ensemble de secteurs d'activité par fédération, par organisation autonome. Bon, quand on est une intersyndicale, ça veut dire que pour donner l'impression d'être fort, on s'associe une cinquantaine de syndicats et puis on va s'appeler intersyndicale. Ce n'est pas une confédération. La confédération obéit à des règles précises. C'est au minimum 2 fédérations sectorielles et une fédération, c'est au minimum 2 organisations sectorielles. Et pour s'appeler confédération, il faut déjà avoir ces 2 éléments et ensuite peuvent venir se greffer tout le reste, intersyndical, etc. Déjà, l'intersyndical n'a pas de statut, n'a pas forcément un statut, comment on appelle ça, n'a pas un agrément légal comme un syndicat. Une intersyndicale, c'est une organisation qui se met en branle sur la base d'une charte. Et chacune des organisations qui est engagée dans l'intersyndicale est civilement responsable des actes qu'il pose au nom de son organisation, mais pas au nom de l'intersyndicale. Je ne sais pas si vous me suivez. Une intersyndicale, c'est, on va dire n'importe quoi. On va dire au niveau des finances, il y a 30 syndicats. Je dis n'importe quoi. Ces 30 syndicats, de façon individuelle, ne peuvent pas avoir la force nécessaire pour inverser le rapport de force avec l'employeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se regrouper, ce qui n'est pas déjà normal, parce que si réellement notre objectif est la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, il n'y aurait pas autant de syndicats. Il y aurait une seule organisation, objectivement représentée et représentative, qui parle au nom de tous les travailleurs. Quand il y a déjà trop de syndicats comme ça, il y a un problème. Et s'ils sont obligés de se mettre ensemble, c'est que pour exister, ils n'existent pas individuellement, ils sont obligés de se mettre ensemble pour exister. Et là aussi, il y a un autre problème. Alors, on n'a plus que 10 minutes, Nick. Relancer peut-être... Monsieur Ontia, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, très rapidement, 2 choses. Pour revenir sur la réforme des primes des agents des régies financières. Il faut savoir que le gouvernement a pris, il y a quelques années, une réforme forte. C'est de la budgétisation par objectif de programme. C'est-à-dire que désormais, je parle sous le contrôle des DG qui sont là. Qui a échoué, me semble-t-il, la BOP? Elle a échoué, c'est les hommes. Ce n'est pas les principes de la BOP. C'est les objectifs. Et beaucoup d'États, que ce soit la France, les États-Unis... Vous seriez pour un retour à cette... Mais c'est les hommes. Le contrôle interne n'est pas fait. Que voulez-vous? Les objectifs vont être quantifiés comment? Donc, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, veut arrimer l'administration publique à la performance, à la recherche de l'excellence. Il fallait réformer la façon de construire le budget. Une réforme a été proposée. Aujourd'hui, il faut aussi réformer les primes. Les primes ne peuvent plus être payées de façon ex nihilo, de manière indifférenciée. Une prime rémunère une performance. D'accord. Donc, il est nécessaire de faire les 2 décrets en question pour organiser la distribution des primes chez les agents de la fonction publique et notamment des régies financières. Alors, on l'a vu, on parlait de mérite, peut-être l'avantage de cette nouvelle façon de faire et de ces primes, le mérite. On parlait d'équité également. Et de transparence aussi. Et de transparence. Comment? Pourquoi? Je pense que le fait d'avoir adopté ces 2 mesures au niveau du gouvernement montre la transparence. Je pense que c'est la première fois qu'on adopte des textes du Conseil des ministres concernant des primes, des régies financières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État gabonais veut dire que voilà, nous on veut récompenser au mérite, à la performance, non plus que ce soit un dû.
Non. Nous avons... Pourquoi maintenant? Écoutez, Pourquoi pas? Au moment où les régies financières sont en grève, monsieur le directeur général. Où c'est le contexte? je pense que les négociations avec les... Ou bien c'est lié à la crise sanitaire? Vous savez, il faut tirer le bon côté des choses. La crise liée à la Covid-19 doit nous apprendre, doit nous permettre de réorganiser notre façon de fonctionner. C'est pas parce que on a acquis des facilités qu'on doit les préserver, même si on sait qu'elles ne pourront plus tenir. Par conséquent, vaut mieux maintenant tirer les bonnes leçons de manière à ce qu'au sortir de cette crise, nous puissions avoir maintenant un bon fonctionnement. D'accord. Aujourd'hui, je pense, nous devons récompenser au mérite, à la performance. Parce que vous savez, je le disais tout à l'heure, généralement ceux qui travaillent ne parlent pas. Ceux qui travaillent ne parlent pas. Ils restent frustrés dans leur coin parce qu'ils voient les rendements qu'on donne aux autres qui équivaut aux leurs, malgré l'absence de poste et, je vous dis, la productivité de l'individu. Alors que les autres ne le méritent pas La forcément. productivité. Vous savez, la présence au poste n'est pas synonyme de productivité. Est-ce que cette nouvelle façon de faire qui va être adoptée, Monsieur Ngoma, est-ce que ce n'est pas finalement, d'une manière ou d'une autre, un frein pour l'activité syndicale, notamment dans les mouvements de grève? Parler de frein, je ne pense pas, parce que... Puisque désormais, si vous ne travaillez pas, vous ne percevez pas de prime. Je ne pense pas que l'activité syndicale soit liée exclusivement à comment on appelle ça, au bénéfice des primes. Les intérêts matériels et moraux des travailleurs ne se limitent pas aux primes. Il y a un ensemble d'éléments qui constituent la trame du bulletin de salaire. Mais la notamment plupart une des partie grèves, fixée notamment celles liées aux régies financières, c'est ce toujours sont les des primes qu'on réclame. Monsieur Ngoma. Bon, je ne suis peut-être pas le bon interlocuteur pour parler de la fonction publique. Moi, je parle en tant que privé. D'accord. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Oui. si vous permettez. Est-ce que c'est pas une façon de réfréner justement l'activité syndicale, notamment les mouvements de grève? Bien au contraire. Moi, je dirais plutôt que, vous savez, au sein de l'administration qui est la mienne, et d'ailleurs c'est une injonction des plus hautes autorités, nous avons obligation désormais dans nos administrations de maintenir un dialogue permanent. De maintenir un dialogue permanent avec donc les partenaires sociaux. Et c'est ce qui d'ailleurs est fait au sein des régies financières, que ce soit au Trésor, à la douane, aux impôts, aux hydrocarbures. Il y a un dialogue permanent. Et je vous assure que les syndicalistes, en tout cas dans le cas particulier de la douane, c'est une véritable force de proposition. Ne prenons pas les leaders syndicaux comme des extraterrestres. Non, nous sommes là nous avons une chose en commun, c'est comme l'a dit notre frère ici présent, l'outil de production. L'outil de production, il est le même pour l'employeur et pour les leaders syndicaux. Donc je pense que ces deux textes-là n'ont pas pour objet de contenir l'action syndicale, mais bien au contraire, c'est plutôt la volonté des plus hautes autorités, c'est de ramener la sérénité au sein des régies financières, de telle sorte que on puisse se mettre véritablement au travail et qu'on puisse avoir la juste rétribution du travail individuel et collectif, et de façon à mettre à la disposition de l'État, nous qui sommes les collecteurs des principales recettes de l'État, de mettre à la disposition de l'État donc les ressources nécessaires afin que nos concitoyens puissent voir leurs conditions de vie s'améliorer en termes de santé, d'éducation, de routes, etc. etc. Donc non, ces deux textes-là ont plutôt pour avantage de ramener la sérénité et d'assurer aux partenaires sociaux que le gouvernement est à leur écoute et que désormais,
le travail collectif et individuel sera justement rétribué. Alors malheureusement, le temps est passé très vite. Nous sommes à la fin, quasiment à la fin. Alors oui, monsieur l'économiste, on va vous permettre de dire quelque chose pour le mot de fin, dernier tour de table. Revenir bien sûr sur cette nouvelle formule ou formule réajustée du gouvernement par rapport aux primes. Votre sentiment à la fin de cette émission? Je crains que ces 2 décrets n'arrêtent pas la grève pour quelques raisons simples. La première, c'est que les primes réclamées par les agents aujourd'hui, ce sont celles des exercices précédents. Ce qui pose le problème de savoir si les 2 décrets sont rétroactifs ou non. Donc pour arrêter la grève, il faudrait au moins payer le passif. Et on ne peut pas payer le passif sur la base d'une nouvelle loi. Encore que l'objectif de ces 2 décrets n'était pas forcément lié à la cessation de la grève. C'est censé organiser le paiement des primes. Voilà. D'accord? Et c'est l'une des revendications des syndicalistes. Ils veulent que les primes dues, compte tenu des règles passées, soient payées. Le gouvernement édicte de nouvelles lois. C'est comme changer les règles du jeu en cours de match. Donc, je ne suis pas sûr que les 2 arrêtés vont stopper net la grève. Mais en conclusion, premier point. Oui. Deuxième point, c'est le fait que tout le monde sait que pour ces fonctionnaires, ces primes, qu'on appelle primes aujourd'hui, mais dans leur esprit, c'est ce qu'ils considèrent être comme un sursalaire et non une prime. Donc, à mon sens, il y a une incompréhension entre le gouvernement et les syndicalistes. Mais la vérité, elle est où? La vérité... C'est les primes ou c'est sur salaire? La vérité, c'est en réalité, c'est une prime, mais qui avait déjà été intériorisée par les agents comme un sursalaire. Parce que c'est avec ça qu'un certain nombre d'agents paient les études de leurs enfants à l'étranger. C'est pour ça qu'ils sont en colère et ils grèvent. Donc, ils ne sont pas complètement à... Il faut essayer de les comprendre et il faut régler ce problème-là. Et ces 2 décrets ne suffiront pas pour traiter cette problématique. Alors, vraiment, il faudra aller plus loin. Monsieur Ngomas, quelques secondes chacun. Nous sommes au terme de notre émission. Et merci. Je pense que ma présence ici était un peu dans le cadre de la pédagogie. C'est par ignorance qu'on a souvent péché. Donc, dans le cadre de nos activités syndicales, je profite de l'occasion pour annoncer à nos amis travailleurs, je vais sûrement aussi, pas sûrement, je vais inviter un certain nombre de personnalités, décideurs, pour participer à un séminaire sur le thème « La faute sociale, une menace pour la solidarité nationale ». Donc, dans les tout prochains jours, avec notre organisation syndicale, nous avons un séminaire pour ce thème-là. Merci. Et nous serons là pour l'événement. Monsieur le directeur général des douanes. Oui, permettez-moi de ne pas être d'accord avec M. Onisia. Oui, vous avez le droit. En disant que, pour moi, ces 2 textes-là, comme je disais, viennent consacrer le droit au mérite et donc la juste rétribution du travail. La loi n'est pas rétroactive. Le gouvernement est au fait de cela. Et donc, les dispositions contenues donc, dans ces deux décrets, ce n'est pas des arrêtés, ce sont des décrets, ne s'appliquent pas, ne sont pas rétroactives. C'est plutôt à partir de maintenant, désormais, voilà le nouveau mécanisme. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Et pour la boucle, monsieur Koubdje. Alors, ce que je dirais, c'est... Aujourd'hui, le Trésor ne doit, comme moi, qu'une échéance de prime. Pourtant, nous constatons bien, depuis juillet, ces mouvements. On ne doit qu'une échéance de prime. Nous avons un retard de quelques jours dû aux priorités gouvernementales, mais nous allons assumer. Les primes ne sont pas coupées. Ce que les gens doivent retenir, c'est qu'on veut établir l'équité. Payer à la performance et encourager les méritants. Voici ce que je peux dire sur ces 2 textes. Merci. Merci à vous. Nick Josselin de Radio Gabon, merci. Merci beaucoup, Massa Tibinda. C'est donc la fin de ce plateau spécial consacré à ces 2 projets de primes, donc adoptés en Conseil des ministres le 20 novembre par le gouvernement de la République. En tout cas, pour cette
première vague, pour ce premier plateau. C'est donc la fin. Merci à vous de nous avoir regardés, chers téléspectateurs et auditeurs de Radio Gabon et Gabon Télévision. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup. Vous êtes câblés sur Radio Gabon émettant